Bonjour, bienvenue sur le site de remisage de la Rotonde Potrier dans le cadre des Journées européennes du patrimoine. Bonne visite. Je suis Pierre Amic, architecte, je travaille à REP, donc bureau d'architecture pluridisciplinaire qui est une filiale de la SNCF et avec laquelle on s'est engagé pour la rénovation de la rotonde que vous avez ici sous les yeux et dont vous allez faire la présentation et dont je vais vous aider à vous expliquer la genèse de ce projet, comment on y est arrivé et marqué par son histoire. On est sur une construction de la fin du 19e, 1880, 1890, je ne sais plus la date exacte. Enfin, c'est une construction de fin 19e qui finalement a été un outil qui a été construit juste après l'avènement de la ligne PLM par Union Méditerranée, qui a été construite en 1850 et je crois arrivée à Marseille dans ces eaux-là. Et du coup, il fallait des outils pour ranger les locomotives. On a, outre toute la charpente, la structure métallique, donc, qui est vraiment le symbole de l'architecture du 19e siècle, l'architecture industrielle, on a une partie de l'histoire de la rotonde qui s'écrit sur les murs périphériques. Et c'est là où on retrouve toute l'architecture classique qui s'écrit ici sur ces murs, c'est-à-dire on retrouve les poteaux, les pilastres, les colonnes, ce qu'on appelle les colonnes engagées, les pilastres à l'intérieur des murs. Ce sont des pilastres qu'on retrouve avec cette espèce de composition très classique où on a un soubassement en pierre froide, on va le retrouver sur l'ensemble des murs périphériques de la rotonde. Donc des murs en pierre froide, quand je dis pierre froide, c'est que ce sont des pierres calcaires extrêmement solides, hein, puisque c'est là où elles sont soumises aux pires agressions, à la fois les chocs, la pluie, les intempéries. Et puis ces poteaux, donc avec une pierre plus tendre, qui viennent supporter le poids de chacune des charpentes. Et on a sur les parties des murs des grandes ouvertures, hein, ces baies qui sont à la fois qui sont doubles, ce qu'on appelle des baies géminées, au travers de laquelle il y avait autrefois des menuiseries en bois qui protégeaient de la pluie, puisqu'il y avait quand même des gens qui travaillaient ici en grand nombre, donc il fallait quand même les protéger à la fois de la pluie, du vent, des intempéries. Et donc on a ces grandes baies avec une architecture là aussi très classique, des arcs surbaissés, avec là aussi une pierre tendre, et on retrouve ces chaînages d'angles tout à fait issus de l'architecture classique qui se donnent à voir là comme ça, qu'on a réhabilité dans la rotonde. Et là, ce qui est très intéressant quand on regarde l'ensemble de la rotonde, c'est qu'il y a tout un pan de l'architecture, d'histoire de l'architecture qui s'écrit, c'est-à-dire qu'à la fois cette architecture très classique, qui est presque millénaire dans sa composition, et puis quelque chose de complètement novateur, très innovant et révolutionnaire à l'époque de sa construction de la rotonde, c'est-à-dire fin 19e siècle, cette extrême élégance de la charpente, de la métallerie, très technique, hein, puisqu'on reprend les efforts au plus près de leur utilité, et avec ce découpage très fin de toute la métallerie qui donne ce dessin un petit peu de dentelle architecturale et de dentelle de fer. Donc c'est là où je trouve qu'il y a vraiment une leçon d'histoire de l'architecture sur à la fois ces murs très massifs, très costauds, hein, qui accrochent la lumière, qui répondent bien en plus avec la lumière de la Méditerranée, et puis cette légèreté absolue, cette nouveauté incroyable de la charpente avec des immenses portées et une efficience finalement très grande de la matière qui est employée, qui est finalement très minimale sur la partie de la couverture pour une utilisation et une efficacité maximale de la couverture des locomotives. Alors tout à l'heure vous me posiez la question des lanterneaux qu'on voit ici. Alors outre la fonction d'éclairage de ce qui se passe en dessous, c'était surtout lié au fait qu'à l'origine c'était des locomotives à vapeur qu'il y avait là, et quand elles étaient remisées ici, elles étaient encore en chauffe, ou on les mettait en chauffe avant leur mise en service, et donc ça crachait beaucoup de fumée, et donc c'était une façon d'évacuer, ça créait un appel d'air, et c'était une façon d'évacuer les fumées, qu'elles ne se stockent pas uniquement dans la rotonde. Et d'ailleurs on retrouve encore, quand on a fait tout le décapage là on voit sur les poteaux toutes les traces des ancrages, on n'a pas voulu les gommer, on a voulu les conserver, parce que encore une fois c'est l'écriture de l'histoire de cette rotonde, et on a retrouvé, même si on a bien décapé les pierres, on a encore la marque de la suie des locomotives à vapeur, là, du charbon qui reste inscrit dans la pierre. Donc plutôt que de refaire un truc complètement neuf, finalement on a gardé cette écriture là, et qui donne une patine tout à fait remarquable à l'ouvrage.
complètement rasé cette rotonde pour mettre un outil de rames, de TER. Évidemment, quand on a dit il faut qu'on range des rames de TER, on s'est dit ah oui, mais ça ne peut pas aller dans une rotonde qui est faite pour des locomotives. Et finalement, avec la complicité du conservateur des monuments historiques, qui a beaucoup insisté pour ce faire, et l'architecte des bâtiments de France, Hélène Corset, on a dit mais est-ce que vous avez fait l'exercice de voir s'il y avait une compatibilité d'implanter des voies sous une rotonde? Et là, tout le monde s'est regardé en disant ben non monsieur, on n'a pas fait l'exercice. Ben faites-le. Et à ce moment-là, alors moi ça a été un peu mon cheval de bataille, je suis architecte, donc pris mon équerre, et puis je regardais en fonction des contraintes que je connaissais d'implantation des voies, je regardais comment on pouvait concilier à la fois une géométrie circulaire, réticulaire qu'est la rotonde, avec cette contrainte très spécifique d'implantation de quais, de maintenance pour des rames TER avec des quais qui devaient aller jusqu'à 110 mètres, voire plus de longueur. Et donc il y a ce travail géométrique qu'on a fait, et ensuite bien sûr il y a les spécialistes qui ont pris le relais, notamment pour les entonnements, les aiguillages, tout ça, évidemment ça c'est pas du tout dans mon domaine de compétence. Mais ce qui était important, c'était de conserver les éléments spécifiques de la rotonde, c'était en effet les murs périphériques, mais ça il n'était pas question d'y toucher, mais surtout tout le noyau central de la rotonde, et en particulier tous ces poteaux de fonte qui soutiennent la partie, l'anneau central de la rotonde. Et ça, il fallait les conserver. C'est ça qui a été l'élément de contrainte avec lequel il a fallu jouer pour pouvoir garder ces poteaux-là sans avoir à les démolir, et en les maintenant vraiment dans leur intégralité historique. Alors le seul sujet qu'on n'a pas pu conserver, c'est qu'à l'origine, toutes les descentes d'eau pluviale, parce que la rotonde représente quand même, je crois, quelque chose comme 2000 m² de surface de toiture, donc je peux vous dire que quand il y a un orage, ça dégringole. Et normalement, à l'origine, les descentes d'eau pluviale passaient à l'intérieur des poteaux, et on n'a pas pu complètement les curer. Ça a été très compliqué de les nettoyer, donc on a rajouté des descentes. C'est l'élément contemporain qu'on regrette un petit peu, mais finalement qui n'est pas trop pénalisant dans la perception du site. Mais vous voyez, on a également au nœud de jonction de ces poteaux et de toutes les pannes de périphérie qu'on appelle les pannes sablières et des fermes, on a remis quelques éclisses également de solidification de l'ouvrage, quand même, qui a plus de 100 ans, si on dit 1880, 2020, voilà, presque pas loin de 150, quoi, bientôt. Donc il fallait quand même, cette vieille dame, il fallait quand même un petit peu la protéger et l'accompagner. Alors c'est pour ça que j'aime bien dire qu'on a caressé la rotonde plutôt que de la brutaliser. C'est comme ça qu'elle va nous donner, elle va nous emmener dans un nouveau souffle et encore une longue vie de dentelle. Bonjour et bienvenue sur le site de remisage de Marseille-Saint-Charles-Potrier, qui est un site qui a permis la réhabilitation de la rotonde, de l'ancienne rotonde, par les équipes des SNCF Réseau et financé à 90% par le conseil régional. Ce site a pour vocation une désaturation de la gare Saint-Charles en termes de remisage de matériel TER, ainsi que de permettre toutes les opérations de nettoyage et de maintenance de niveau 1 sur le plateau Saint-Charles.